Nous recevons ce soir Monsieur Mansour Sy, ministre du Travail, du Dialogue social, des relations avec les institutions et des organisations professionnelles. Monsieur Sy, bonsoir. Bonsoir. Nous allons naturellement parler des élections générales de représentativité syndicale qui se sont tenues hier. On parle d'un taux de participation qui tourne entre 29 et 32%. Comment appréciez-vous ce taux? Je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation et signaler d'abord que les élections de représentativité des centrales syndicales, c'est une demande des syndicats. Vous savez, avant, le ministre avait la possibilité, sur la base des check-off, sur la base des cotisations, de prendre un arrêté pour désigner les centrales les plus représentatives, ou bien d'organiser des enquêtes de représentativité. C'est d'abord sur insistance de l'UNSAS et des centrales que la décision d'organiser les élections a été prise. Les premières ont été organisées en 2011, avec un fichier de 160 000 travailleurs qui ont participé, sur plus de 409 800 emplois salariés à l'époque, et un taux de près de 32%. Cette année, nous avons organisé les élections de manière inclusive. D'abord, l'arrêté qui organise les élections a été partagé, validé avec les centrales syndicales, validé par la commission, le Conseil consultatif du travail et de la sécurité sociale, où siège en plus des centrales, où siège l'Assemblée nationale, la Cour suprême. Et c'est cet arrêté qui organise les élections. Et ce sont des élections spécifiques. Parce que pour ces élections, ce n'est pas le ministre du Travail qui établit le fichier. Ce sont les employeurs qui déposent leur liste. Ce qui fait que du 20 janvier au 17 mars, on avait une période qui était une période d'inscription sur les listes. D'abord, un arrêté a été pris, la publicité organisée, les centrales syndicales mobilisées, et M. le Premier ministre lui-même a fait une circulaire en direction de l'administration pour leur demander de déposer les listes. Et ce premier travail a permis d'avoir des listes provisoires. Et ces listes provisoires ont été publiées, affichées sur les lieux des sites pour que les travailleurs qui constatent des omissions ou bien qui constatent un certain nombre d'erreurs matérielles sur leur nom puissent avoir le temps de les corriger. Et ce travail a pris encore plus d'un mois 10 jours, une période contentieuse. Et nous sommes arrivés à un fichier de près de 258 000 inscrits. Donc c'est une grande avancée par rapport aux premières élections. Maintenant, pendant cette période, les travailleurs qui n'ont pas pris le temps de vérifier s'ils sont sur les listes pendant la période d'inscription sur les listes, ou bien qui n'ont pas pris le temps après la période d'inscription pendant la phase contentieuse pour demander que des mesures correctives soient prises, s'ils ne sont pas sur les listes, je pense qu'ils ne sont pas inscrits, mais ils ne sont pas omis. D'anticiper sur la seconde question, on va en reparler. Je voudrais qu'on commence d'abord par le taux. Comment vous jugez ce taux? Certains disent qu'il est faible. Vous êtes d'accord ou pas? Non, le taux a toujours été faible pour les centrales syndicales. Vous savez, nous sortons des élections pour les syndicats d'enseignants. C'est un taux de plus de 64%. Ce sont des élections directes. Ici, ce sont des élections pour les centrales syndicales. Vous savez, par exemple, quand on dit les élections pour les centrales syndicales, on mesure la représentativité, les travailleurs votent individuellement, ça peut poser problème. Parce que ce ne sont pas des travailleurs qui sont membres individuellement de centrales, mais ce sont les syndicats de base qui sont affiliés à des centrales syndicales. Donc je pense que le problème, à mon avis, n'est pas un problème de taux. C'est un problème de comparaison. D'où nous sommes partis des premières élections, où nous sommes arrivés maintenant. Et je pense que si on compte le nombre de travailleurs à l'arrivée, on verra le nombre de travailleurs qui ont participé aux élections, ça va doubler le nombre de travailleurs qui ont participé aux premières élections. Alors venons-en aux dysfonctionnements. Vous aviez déjà anticipé, des dysfonctionnements ont été notés ça et là. Nombreux, semble-t-il, sont les électeurs d'ailleurs inscrits qui finalement n'ont pas voté. Le SAES parle de mascarade électorale. Le Malick Fall, selon lui, les listes ont été déposées conformément aux règles. De votre côté, la direction du travail, en l'occurrence M. Karim Cissé, j'ai lu une interview où il disait que cette liste dont parle le SAES n'a jamais été reçu, n'a jamais été envoyé par la Commission électorale nationale chargée d'organiser justement ces élections. Finalement, on s'y perd un peu. Où se trouve la vérité et quelle est votre version des faits? Non, il n'y a pas de version. La réalité est toute simple. Ce n'est pas le ministre qui confectionne les listes. Les listes sont confectionnées par les commissions ad hoc départementales, où siègent
sous la supervision des préfets, les représentants des centrales syndicales. Je vous ai tantôt dit que du mois de janvier, du 20 janvier au 17 mars, les employeurs ont déposé leur liste. L'université, le rectorat, la liste qu'on a reçue, et une liste de près de 1300, 1400 a été prise en charge. Moi, c'est le jour des élections que j'ai vu par mail une liste qui nous a été envoyée. Ils n'étaient pas inscrits. Ils avaient la possibilité de vérifier qu'ils n'étaient pas inscrits. Parce que nous avons déjà publié les listes provisoires au mois de mars 2017. Ça a été affiché au rectorat. Ça a été publié dans le site internet du ministère et une copie a été donnée à leur centrale syndicale où ils appartiennent, particulièrement l'UNSAS pour ce qui concerne le SAES. Je pense que s'ils avaient vérifié les listes provisoires, sachant qu'il existait une période contentieuse, et période contentieuse qui partait du 21 février au 10 avril, ils auraient pu procéder aux correctifs nécessaires. Parce que ces contentieux même ne sont pas arrivés au niveau du ministère. C'est des contentieux qui sont directement traités par l'inspecteur du travail qui agit en premier et dernier ressort. Je pense que ce n'est pas des omissions concernant le SAES, c'est qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Bien sûr, le jour des élections, ça a suscité un grand engouement. Si on attend le dernier jour, sans prendre la précaution de savoir si son employeur a déposé sa liste, sans vérifier les listes provisoires, sans procéder à des réclamations pendant la période contentieuse, si on n'est pas inscrit, on ne peut pas voter. Alors, on m'a envoyé la liste le jour même, mais ce n'est pas de mon pouvoir, le jour des élections, de prendre une liste et de mettre ça dans le fichier, alors que ça n'est pas passé par les procédures régulières, à savoir la commission ad hoc, et envoyé par le préfet pour aller au niveau du ministère. Le SAES menace de porter plainte, vous répondez quoi? Je pense que chaque Sénégalais, chaque organisation a le droit de porter plainte. Ça dépendra de la plainte et la justice, j'ai confiance, la justice traitera de toutes ces questions. Alors, parlons justement de plainte. Il y a un autre syndicat, l'UNSAS, avec Mme Bassok, qui vous a envoyé une sommation interpellative pour vous reprocher le fait d'avoir validé le fichier électoral sans avoir publié au préalable les listes. Quelle suite avez-vous donné à cette sommation? Je pense que si Mme Bassok avait interrogé son représentant dans la commission électorale, il serait abstenu de tenir de tels propos et d'envoyer une telle sommation. J'avais décidé de ne pas répondre. Pour la simple raison que M. et Mme Bassok est président du conseil d'administration au niveau de la caisse de sécurité sociale. Il sait très bien que si quelqu'un veut attaquer les délibérations du conseil d'administration, il n'a pas besoin de lui envoyer une sommation interpellative en tant que président du conseil d'administration. Moi, je préside une commission électorale nationale. Aucune décision n'est prise par le ministre si ça ne fait l'objet de délibération. Quelqu'un qui veut attaquer les délibérations de la commission électorale n'a pas besoin d'envoyer une sommation interpellative au ministre. Les contentieux administratifs, Mme Bassok est très expérimentée, il sait comment ça se traite. Je pense qu'il connaît la voie. Il peut bien utiliser cette voie. Vous avez parlé au passé tout à l'heure, vous aviez dit « j'avais décidé de ne pas répondre ». Vous avez changé entre-temps? Parce que vous m'avez posé la question. Si vous ne m'avez pas posé la question, je n'aurais pas répondu sur cette question. Parce que lui-même a toujours dit le ministre est en train de s'emmurer. Non, c'est parce que je me disais que cela n'avait pas de sens pour un acte administratif quand on va engager un contentieux d'envoyer à un ministre une sommation interpellative. Si je le faisais pendant la période électorale, j'allais d'une façon ou d'une autre interférer dans la campagne électorale et je ne voudrais pas être pris par les autres centrales syndicales dans un sens qui irait dans le sens de profiter à l'une ou l'autre partie. C'est pourquoi je n'ai pas réagi. Alors, revenons-en aux élections. Dakar a polarisé 3 bureaux de vote pour 1600 inscrits. Au finish, il n'y a eu que 200 votants. La FGTS accuse la préfecture et la direction des élections qui est logée au niveau de votre ministère. Vous y répondez quoi d'avoir mal organisé justement ces élections? Je réponds que j'attends les résultats des bureaux de vote. Et ceux qui ont des réclamations, ils feront leurs réclamations dans les bureaux de vote et je pense que ça va remonter à la commission électorale nationale. Pour le moment, ce sont les commissions départementales qui sont en train de statuer. Je ne peux pas interférer parce que je ne suis pas au courant des contraintes et de ces difficultés. Ne pensez-vous pas, Monsieur le ministre, quand même qu'à l'avenir, pour éviter ces tensions, il vaudrait mieux qu'une entité indépendante, c'est-à-dire que une direction chargée de ces élections ne soit pas justement nichée au cœur de votre ministère, ne serait-ce que pour vous protéger, puisqu'après les réclamations vous reviennent toujours, vous savez, l'entité indépendante, c'est l'administration du travail. Eux-mêmes ont félicité l'administration du travail
sur la façon dont les élections ont été préparées, ont été menées. Et les procès-verbaux de la commission électorale sont là pour le prouver. Ensuite, les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale sont des agents assermentés. Et les travailleurs eux-mêmes savent que ce sont des agents qui sont équidistants de ces différentes procédures. Troisièmement, les élections ne sont pas des élections du gouvernement. Ce sont des élections entre centrales syndicales. Ce sont les centrales syndicales qui ont décidé de dire oui, pour mesurer notre représentativité, nous irons à des élections. Je pense qu'il faut qu'on respecte les règles des élections. Les premières élections de représentativité, il n'y avait pas plus de 57 000 votants. Je disais sur 409 800 emplois salariés. Personne n'a parlé de nombre, personne n'a parlé de pourcentage. On était loin de 32%. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on a pris une autre mesure pour mesurer la représentativité des organisations syndicales. Les élections ont été organisées, attendons la remontée des différents éléments. S'il y a des recours, les recours seront vidés. Et je pense que les centrales syndicales, comme ils ont su le faire pour les premières élections, respecteront le vote des travailleurs qui librement auront déterminé ce qui vont les représenter. Alors, abordons les perspectives. Une fois les centrales syndicales sorties du lot connu, pensez-vous avoir les moyens de faire respecter la loi? En 2011, l'ancien régime avait tenté, il faut le dire, sans succès. Êtes-vous confiant pour l'avenir? Sachant que cette loi, bien entendu, stipule que ceux qui n'ont pas 10% à ces élections ne sont pas légitimes et donc ne peuvent pas être considérés comme étant représentatifs. Nous avons tiré profit de la première expérience, et ce qui a nécessité une modification du Code du travail. Parce que dans le premier arrêté organisant les élections, il n'était pas prévu un seuil de représentativité. Ce qui fait qu'après les élections, on connaissait le classement du 1er au 21e, parce qu'ils étaient 21 centrales syndicales, mais on ne pouvait pas savoir quelles sont les centrales syndicales représentatives. Maintenant, cette question a été vidée. Avec les centrales syndicales, on a dit, à la fin des élections, seront considérées comme centrales syndicales représentatives les centrales qui auront plus de 10% des suffrages valablement exprimés. Je pense que là, c'est des normes très claires. Quand on va terminer les élections, comme on l'a fait pour les enseignants, ceux qui auront plus de 10% seront les centrales syndicales représentatives qui vont donc agir, représenter les travailleurs dans les institutions de prévoyance sociale, au niveau sous-régional, au niveau international. Ce seront les partenaires de l'État et je pense que les autres centrales vont peut-être se mobiliser pour les renforcer. Et c'est cela qui permettra à l'État d'avoir des partenaires forts parce qu'à chaque étape du processus, comme le dit le Président, il faut que les centrales syndicales puissent donner leur point de vue parce que ça permet de prendre des mesures importantes pour que les projets du plan Sénégal émergent puissent se passer dans les meilleures conditions possibles. Dernière question, et ce sera une question subsidiaire. Depuis le départ d'Amath Dansokho de la tête du PIT, on n'entend plus trop le parti. Maguette Thiam, Demba Sambassi ne font pas vraiment bouger les choses, si on peut l'appeler ainsi. Est-ce que le PIT a tout simplement trouvé refuge auprès de Benno Bokk Yakaar? Je pense que le PIT sort d'un grand congrès. C'est un grand parti. Et ce que vient de recevoir faire le PIT en organisant de son parti... Un grand parti qu'on n'entend pas trop. Mais je pense qu'actuellement, sur toutes les questions qui interpellent le Sénégal, le PIT se prononce. La vie nationale, les questions spécifiques, ce qui devrait être les portes d'entrée et ce vers quoi il faut aller. Vous savez qu'on est l'un des rares partis à organiser un congrès et à nous en sortir renforcé. Parce que tout le monde pensait que le congrès du parti allait correspondre à l'éclatement du PIT. Le parti en est sorti renforcé. Aujourd'hui, le secrétariat du parti qui se réunit régulièrement, qui se prononce sur toutes les questions, n'est pas dans l'opposition. Nous sommes dans une coalition. La coalition Benno Bokk Yakaar. Et nous assumons tout ce qui se fait au sein de cette coalition. À l'intérieur de la coalition, le parti apporte sa contribution. Dans les organisations de masse, dans la société civile, dans le Sénégal, le parti intervient. Sur les questions qui intéressent le Sénégal, le parti aussi donne son point de vue parce que le parti est toujours écouté. Je pense que Amath Dansokho est très fier de la direction actuelle du parti parce qu'il sait que ce legs qu'il nous a donné est entre des mains très sûres. Et je pense que tout le Sénégal va en tirer profit.
Alors, dans un mois, les élections législatives, dans exactement un mois, beaucoup de bruit autour de ces élections, des querelles intestines, notamment dans le parti au pouvoir, l'APR. Comment voyez-vous ces prochaines élections à venir? Vous savez que les investitures sont difficiles, surtout pour un parti au pouvoir. Les autres partis, vous avez vu l'éclatement qui montre déjà que c'était une unité de façade qui avait un seul objectif, d'essayer de bloquer le travail qui est en train d'être fait par le président de la République. Mais un parti au pouvoir, c'est de grandes ambitions pour le pays. C'est normal que chaque militant, que chaque coalition, que chaque parti puisse penser que, en les mettant à telle ou telle position, ils peuvent apporter davantage pour que les projets qui sont mis en œuvre puissent se dérouler de la façon la meilleure. C'est difficile, c'est douloureux. C'est pourquoi il y avait eu une compétition, c'est normal hein, dans les partis politiques. La compétition fait vivre les différents partis politiques. Ce qu'il y a, c'est que pendant les compétitions, la décision a été prise de procéder à des arbitrages. L'arbitrage, c'est une procédure moderne qui est utilisée, même parmi les sportifs. Quand on fait un match, on choisit un arbitre. Mais il faut qu'on comprenne le rôle de chacune des parties. Confiant pour la victoire au soir du 31 juillet? Je pense que ceux qui ne sont pas confiants, c'est ceux qui n'ont pas de bilan. Le président a un bilan. Nous allons dérouler le bilan. Ce que nous avons réussi pour lutter contre les inégalités, ce que le président a réussi en direction des Sénégalais les plus pauvres, ce qu'il a réussi dans le cadre de la couverture maladie universelle, ce qu'il a fait pour les travailleurs salariés, les travailleurs payés à l'heure, les travailleurs journaliers, pour leur donner une protection sociale, ce qu'il a réussi pour les bourses de sécurité familiale, ce qu'il a réussi pour que le Sénégal puisse être à un taux important de développement. Ce qu'il a réussi pour que le Sénégal puisse se retrouver et que la paix sociale soit retrouvée, je pense que ça, les Sénégalais vont l'accompagner. Et je pense qu'au bout du fil, ceux qui étaient contre nous, qui n'avaient qu'un seul objectif, c'est de se mobiliser pour empêcher que le président déroule ses projets, mais qui n'ont rien à proposer aux Sénégalais, je pense qu'on ne peut être confiant en direction de ces élections législatives. Monsieur Mansour Sy, merci. Je rappelle que vous êtes ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles, des relations avec les institutions. Merci également à vous de nous avoir suivis ce soir. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain.